Alors, nous allons effectivement reprendre nos travaux. Merci à vous d'être avec nous et de nous suivre directement. On l'a vu depuis ce matin, les organisations des sociétés civiles des États peuvent apporter une réelle contribution au processus de décision se déroulant d'abord au sein de chacun de ces États, mais aussi, et c'est important pour l'AFNU, on vient de nous le rappeler, dans ce cadre onusien, entre les États eux-mêmes. C'est ce que j'appelle de mon côté le multilatéralisme participatif. Alors, les grandes conférences sur les sujets globaux qui se tiennent tout au long de l'année font une large place à l'expertise et à l'influence des experts et des acteurs des sociétés civiles, comme à celle des lobbyistes de tous ordres. Nous en avons eu ce matin une idée. La même nécessité de participation et d'engagement se fait sentir s'agissant de la prise en compte des revendications des jeunesses du monde, nous en parlerons dans un moment, qui seront chargées demain de l'avenir de la planète. Les acteurs non étatiques ne se contentent plus d'agir en marge des politiques nationales, ils les transforment en prouvant que l'ambition climatique peut émerger du terrain. Ainsi que vient de nous le rappeler Jean-Maurice Ripert, il y a un instant, aujourd'hui par exemple, les villes, les régions portent plus de 70% des engagements volontaires de réduction d'émissions. Et par ailleurs, les entreprises, celles qui sont engagées, représentent à peu près 30% du PIB mondial. Des éléments qui sont encourageants. Et dans ce contexte, à Belém, l'enjeu sera de passer de la reconnaissance symbolique à une intégration effective de ces acteurs dans la gouvernance climatique pour que leurs innovations deviennent la norme et non l'exception, mais aussi pour que la société civile permette de passer au-delà de la fragmentation actuelle du monde qui ne doit pas retarder la recherche de solutions aux grands défis planétaires. Ainsi, par exemple, l'Union européenne s'est fixé un objectif de réduction de ses émissions nettes d'au moins 55% d'ici 2030, la neutralité climatique d'ici 2050. Tout cela est en discussion, éventuellement remise en question. La mise en œuvre de ces objectifs repose en grande partie sur les plans nationaux, mais aussi sur des initiatives locales et sectorielles qui sont de plus en plus intégrées dans les stratégies nationales bas carbone. Or, le Comité économique et social européen souligne que dans de nombreux pays, les politiques nationales sont encore conçues sans alignement suffisant avec les actions des villes et régions. Et on l'a entendu clairement ce matin. Pourtant, des exemples comme la transition énergétique en Allemagne ou les plans climat des métropoles françaises montrent que l'intégration des acteurs locaux permet d'accélérer la mise en œuvre des objectifs nationaux. Alors, nous partons d'un constat. Les acteurs non étatiques sont déjà en première ligne. Alors qu'il s'agisse des villes qui déploient des plans climat, des entreprises que j'ai déjà évoquées, ou des citoyens dont nous allons parler un peu plus dans un instant, portent des actions en justice climatique. Pourtant, leur intégration dans les politiques nationales reste inégale, souvent freinée par des barrières institutionnelles, financières ou culturelles. Invité ici et maintenant dans ce colloque à répondre à la question « Quelle place pour les acteurs non étatiques dans les politiques nationales ?», je pose d'emblée à nos panélistes 3 questions subsidiaires. Quels mécanismes permettent aux acteurs non étatiques de contribuer efficacement à la définition et à la mise en œuvre des politiques nationales ? Comment dépasser la simple consultation pour aller vers une véritable co-construction ? Quels exemples inspirants, quels modèles de gouvernance multi-acteurs peuvent nous éclairer pour l'avenir, notamment à l'aube de la COP30 à Belém ? Pour répondre à la question centrale et à ces premières questions qu'eux-mêmes se sont déjà posées depuis longtemps et auxquelles ils vont nous donner leurs propres réponses, à celles que vous éventuellement vous poserez, parce que j'espère que cette table ronde va vous permettre de poser des questions. Nous avons 3 panélistes avec nous, puisque malheureusement Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille en charge du littoral, n'a pas pu quitter Marseille et n'a pas pu se joindre à nous. Nous avons, dans l'ordre où ils vont intervenir devant vous, Dorian Révillon d'Apreval, qui est délégué Y7,
donc représentant de la jeunesse au G7 2025. Il est conseiller aussi au sein de la direction environnement de l'OCDE. À sa gauche, Laure Dastorg est directrice générale de l'Alliance pour la préservation des forêts. Nous avons beaucoup travaillé ensemble il y a quelque temps et Laure connaît les mécanismes de dialogue avec ceux qui préparent les politiques nationales comme sa poche. Elle pourra donc nous en dire un mot très très vite. Et finalement, Claude Garcia, professeur à l'université de Berne et spécialiste de l'action de la société civile dans les politiques climatiques, nous donnera sa lecture de la façon dont la société civile se mobilise pour aider à la définition des politiques. Je vous recommande d'ailleurs, si vous me permettez une page de publicité, de lire l'article qu'ensemble nous avons publié dans Le Monde diplomatique au printemps 2024, c'est ça ? Et puisque je suis à la page de publicité, je vous invite aussi à lire l'article écrit avec Anne Tesnas du Moncel dans le Ramsès 2026, publié par l'IFRI, où vous trouverez aussi quelques réflexions sur la participation de la société civile à ces politiques climatiques. Voilà, mais je ferme la page de publicité. Chacun d'entre vous, donc Doriane, Laure et Claude, allez nous faire rapidement une présentation d'environ 5 minutes. J'appellerai chacun à réagir à la présentation de l'autre. Et je vous propose de commencer d'abord par un tour de table, vous permettant à chacun de partager en une phrase ce que vous attendez de cette table ronde, ou donner un exemple concret qui illustre, selon vous, le rôle des acteurs non étatiques dans votre secteur. Et ensuite, nous engageons nos travaux. Commençons par Doriane. Une phrase d'abord. Bon, pas de pression. Pour la première phrase, je dirais que l'enjeu principal, avant tout, c'est de restaurer la confiance et donner des moyens concrets pour associer la société civile, notamment la jeunesse et les citoyens, pour agir concrètement. Merci. Laure. Oui, alors moi, ce serait de montrer justement le rôle des entreprises, notamment dans la définition de politiques publiques, et l'importance aussi de la mobilisation collective. Merci. Donc ce que j'attends de cette discussion, je vais vous présenter une grille d'analyse. Je suis très curieux de savoir ce qu'elle évoque chez vous. Donc préparez-vous à leur poser des questions. Auparavant, nous allons écouter Doriane, qui va nous dire comment la jeunesse peut participer donc, à l'élaboration de ces politiques. Merci beaucoup déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour le précédent panel qui était très éclairant et qui reflétait l'idée que je voulais aborder au début. Donc pour prendre un pas de recul avant de répondre à votre question, je voulais déjà souligner que pour avoir une place réelle des acteurs non étatiques dans les politiques nationales, il faut 3 choses selon moi. Il faut de la donnée, il faut de la confiance et enfin il faut des canaux efficaces pour pouvoir agir. Donc l'enjeu de la donnée, ça a été discuté ce matin dans le panel précédent, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Mais ce qui fait selon moi défaut, c'est la confiance, au-delà de la confiance dans la donnée et les enjeux de désinformation, c'est la confiance dans la manière dont ces données sont utilisées pour décider et avoir confiance dans l'utilité de son action. Car la confiance, ce n'est pas seulement une opinion, c'est un carburant pour la coopération. Et sans elle, on va rester sur des politiques écologiques défensives et fragmentées. Je vais prendre un exemple de l'OCDE pour positionner la France par rapport aux autres pays sur cet enjeu-là. Donc, il y a une étude de l'année dernière qui est sortie, une enquête de 30 pays de l'OCDE, dont la France, qui concluait que 39% des citoyens ont confiance dans leur gouvernement national. En France, on est à 34%, donc on est légèrement en dessous. Et on voit par ailleurs que malgré tout, 43% des Français estiment probable que les pouvoirs publics fondent leurs décisions sur des données probantes, ce qui ne suffit malgré tout pas à animer l'action et la confiance dans le gouvernement en général. Et point intéressant aussi qui aurait intéressé M. Manchon, c'est que les Français en général ont plus confiance dans les collectivités locales. La confiance monte à un peu plus de 50% au niveau local. Et puisque le monde évolue vite par rapport à 2024 et la politique encore plus, surtout en France, j'ai vu une étude intéressante d'Ipsos parue il y a 10 jours, Fracture française 2025, qui montre que 81% des Français ont
l'impression que le système démocratique fonctionne mal et que leurs idées ne sont pas représentées. Donc au-delà de ce constat un petit peu défaitiste, il faut qu'on arrive à dépasser la paralysie, il faut rétablir de la confiance dans les institutions, et pour cela il faut des canaux adéquats pour pouvoir agir et redonner envie d'agir. Moi, un exemple qui me vient en tête forcément, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui était un peu un acte manqué de démocratie délibérative, on pourra en débattre. J'ai fait mon mémoire de master là-dessus sur l'enjeu d'adhésion de la jeunesse aux politiques climatiques et comment, malheureusement, la Convention citoyenne n'a pas réussi à créer une adhésion et un mouvement national sur ce sujet. Ce qui est dommage parce que, d'une part, la gouvernance de la Convention en tant que telle, tous les éléments étaient réunis pour avoir quelque chose d'efficace et de mener vraiment une cohésion nationale sur les enjeux climatiques en associant les citoyens, en renforçant leur capacité civique, en évitant la polarisation, les enjeux de domination, etc. Mais malgré des résultats très concrets, il y a eu un défaut de lisibilité vers le grand public, vers la société civile qui n'a pas permis de porter ces sujets-là, et malheureusement une faible transposition des recommandations qui ont été faites. Donc la conclusion que je tire de cet exemple, qui devrait être répliqué et qui devrait être pérennisé, c'est que la participation sans suite mine la démocratie ou au moins échoue à la renforcer. Donc j'aimerais donner un contre-exemple qui est peut-être un petit peu plus positif. C'est l'expérience du Youth 7 et du Youth 20. Je ne suis pas du tout partial, vous vous en douterez. Donc, qui est le groupe d'engagement officiel du G7 et du G20 de la jeunesse, qui a été créé par la France en 2011 pour le Y8 et en 2012 pour le Y20 par l'Institut Open Diplomacy. Pour moi, le Y7 et le Y20, c'est des vrais catalyseurs d'engagement citoyen et qui permettent d'agir à toutes les échelles. C'est une sorte de micro-illustration de boucle participative qui permet d'autonomiser et surtout de légitimer la jeunesse dans la sphère politique. Donc pour vous expliquer très rapidement comment je perçois ça, donc on élabore en fait des recommandations qu'on veut porter au sommet en parlant à la société civile, en parlant à des experts, en parlant à des représentants politiques pour affiner nos idées, notamment sur la base de la donnée, voir où la donnée manque et où on peut agir. Donc dépasser un peu les points généraux et essayer de vraiment trouver des idées innovantes qu'on porte forcément ensuite en négociation, donc dans une instance internationale qui n'est pas un simple modèle UN, aussi bien que ce soit, mais qui est vraiment un moment de co-construction politique avec d'autres jeunes du monde entier. Évidemment, le contexte est très différent entre le Y7 et le Y20, vous vous en douterez, mais moi j'ai été frappé de découvrir que même au Y7, en fait, avec la jeunesse d'autres pays du monde entier, sur des sujets où on est assez d'accord, la transition écologique fait assez consensus, on a toujours des éléments de mise en perspective que les autres jeunes nous apportent, de par une culture politique différente, de par un background différent, et par une législation nationale différente, évidemment. Et au-delà de ça, donc, on atteint un communiqué politique qu'on porte aux chefs d'État et de gouvernement du G7, et on ne s'arrête pas là. Ensuite, on fait du plaidoyer national, chacun de notre côté, en portant les recommandations qu'on a portées auprès d'acteurs, décideurs publics, administrations, associations, députés. Donc pour moi, le Y7, Y20, c'est dépasser le simple organe consultatif. C'est vraiment rendre la jeunesse comme acteur politique à part entière et génération politique. Parce que la jeunesse, c'est un peu une illusion sociologique, c'est pas un monolithe. Il y a beaucoup de perspectives différentes au sein de la jeunesse. Et c'est important de nous inclure. J'ai 27 ans, mais je fais toujours partie de la jeunesse, je pense, jusqu'à 30 ans en théorie pour le Y7, Y20. Et donc voilà, si j'ai un message que je veux faire passer, c'est l'importance d'avoir un canevas pour agir et de dépasser les blocages institutionnels. Pour prendre un peu de la hauteur sur le niveau international, ce que vous mentionnez, l'importance d'avoir la société civile agir dans les COP. C'est essentiel, mais il faut vraiment dépasser le côté de organe consultatif, comme je disais, et de vraiment donner la parole et d'être écouté, entendu en tant que vrai acteur. Et pour rebondir sur ce que vous disiez à la COP30, ça c'est vraiment quelque chose qui me frappe. Il y a un gros enjeu de représentation à Belém sur les enjeux logistiques, en fait, avec l'impossibilité de nombreuses délégations de se rendre sur place. Ce week-end, je lisais, il y avait encore plus de 40 délégations qui n'avaient pas de logement à Belém. Donc, si on imagine qu'il y a 40 pays qui ne peuvent pas se rendre, il faut imaginer la société civile, les associations qui vont être dans l'impossibilité de prendre part à la discussion. Donc bien entendu, Belém, c'est un très beau symbole et c'est très important de faire une COP là-bas, mais il y a aussi des enjeux pratiques derrière et ça laisse de côté en fait, une grande partie de la société civile.
ce qui est très dommage. Moi, je m'arrête ici pour l'instant pour laisser la parole à mes co-panélistes. Merci beaucoup, Dorian, pour ces réflexions très utiles et bien notées pour Belém en particulier, d'où l'importance d'une organisation très rigoureuse pour les COP. Je serai le dernier à vous donner tort. Avant de passer aux présentations de vos copanélistes, Laure, Claude, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que vient de nous dire Dorian? Je vois oui. que Claude... Enfin, Laure, ladies Non, mais first. alors moi, je suis complètement d'accord. Je pense que, moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de porter la jeunesse effectivement dans nos discussions. Moi-même, au travers de l'Alliance, donc, qui est un collectif d'entreprises engagé dans la lutte contre la déforestation, on travaille vraiment avec l'ensemble de l'écosystème. Et notamment, j'ai la chance de faire la rencontre d'activistes, de jeunes ambassadeurs pour le climat très engagés, que j'essaye d'appuyer, puisqu'effectivement, j'ai la chance, via le réseau de l'Alliance, d'être connectée à pas mal d'instances. Et je pense que le feedback qu'ils me donnent, c'est il y a un manque de confiance, mais aussi, je pense que nous pouvons être des accélérateurs pour eux, pour leur ouvrir des portes et faire écouter leur voix. Donc c'est ce que j'essaye aussi de faire au travers de l'Alliance, qui peut être un tremplin pour leur donner l'opportunité de prendre la parole dans des instances internationales, puisque effectivement ils ont les clés pour ce sont les futures générations, et il faut absolument pouvoir les inclure en fait dans nos échanges, dans les débats. Merci, c'est un message qui est important pour l'Association française pour les Nations Unies, qui travaille énormément avec les universités, les grandes écoles, et qui prépare les jeunes justement à être plus actifs dans ce domaine et plus participatifs vis-à-vis des institutions et nationales et internationales. Claude. Ce que j'ai retenu, Dorian, dans votre présentation, vous avez bien parlé du besoin d'avoir des données, d'avoir de la confiance et d'avoir les moyens d'agir. Ce qui m'a frappé, c'est cette confiance à deux composantes. Comment est-ce que les données vont être utilisées? Mais il y a ensuite, et j'ai entendu, est-ce que mon action va pouvoir faire une différence? Est-ce que ça sert à quelque chose, en gros, de se bouger? Et cette confiance-là, si elle est détruite, il va falloir la reconstruire. J'ai retenu ça, et lors de ma présentation, j'y reviendrai. Très bien, votre tour viendra. Auparavant, on va écouter Laure, qui va nous parler des relations entre l'Alliance pour la préservation des forêts et les autorités nationales pour la définition des politiques. Allons-y. Oui, d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Pierre-Henri, puisque à l'époque, tu présidais l'Alliance pour la préservation des forêts tropicales, qui était une instance qui rassemblait justement les pays producteurs et les États, les États. Et donc nous, l'Alliance pour la préservation des forêts, c'est un collectif d'entreprises engagé dans la lutte contre la déforestation importée, qui soutient la production de matières premières responsables. Donc c'est du cacao, du café, du soja, et donc on accompagne en fait les entreprises dans la transformation de leur chaîne d'approvisionnement. L'association a été créée donc il y a plus de 10 ans. Donc on est vraiment en fait perçu comme la voix du secteur privé sur la question de la lutte contre la déforestation. Et donc j'ai un exemple très concret d'implication des entreprises dans la construction de politiques publiques, puisque en 2017, nous avons été mandatés pour faire des recommandations dans l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, donc qui a été publiée en 2018. Et donc on a été associés à ces travaux, et les recommandations que nous avons faites en fait pour le secteur privé ont toutes été reprises. Et je pense que l'importance d'associer les acteurs non étatiques et en particulier les entreprises, c'est qu'on a la possibilité de faire remonter en fait les difficultés du terrain et aussi d'apporter des solutions très concrètes. Et donc la France a été le premier pays européen à se doter d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et donc ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on pousse avec l'ensemble de la société civile, chercheurs scientifiques, pour avoir une réglementation au niveau européen.
Et je voudrais en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet d'actualité avec tout le contexte géopolitique, le backlash environnemental. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de sauver ce règlement européen de lutte contre la déforestation qui est entré en vigueur en 2023. Et depuis, nous attendons en fait son entrée en application. Et donc, mes collègues sont à Bruxelles aujourd'hui. On a en fait monté une conférence avec Pascal Canfin, notamment, donc ex-directeur général du WWF, pour ceux qui le connaissent. Et donc, on a monté une coalition au niveau européen qui rassemble à la fois des entreprises, des ONG, pour dire que nous, en tant qu'entreprise, on est prêts. Nos entreprises ont investi pour cette transformation. On souhaite que cette réglementation européenne puisse entrer en application dès le 1er janvier 2026. Et donc aujourd'hui, la Commission a fait cette proposition qui doit passer devant le Parlement et le Conseil européen, d'avoir cette entrée en application 1er janvier. Donc on appelle... je revenais sur ce point de l'importance de la mobilisation collective. On est tous mobilisés, vent debout, pour que cette réglementation puisse entrer en vigueur. Et ce sera une garantie pour le consommateur que les produits que nous consommerons ensuite en France et en Europe ne soient pas issus de la déforestation. Et la France a vraiment été moteur et pionnière sur ce sujet. Et on espère que c'est pas le moment de baisser les bras. Et c'est un exemple très concret de comment on peut travailler et accompagner les politiques publiques, que ce soit en France et au niveau européen. Les entreprises que constitue l'Alliance, ce sont des entreprises, il y a des multinationales comme Ferrero, Nestlé, mais aussi des petites PME, TPE, et on est tous mobilisés pour faire en sorte que ces réglementations et cette transition écologique voient le jour. Merci beaucoup, Laure, c'est très clair. Dorian, est-ce que ce que vous venez d'entendre est encourageant ? Oui, tout à fait. Surtout à un moment où on voit plein de recul sur le pacte vert européen. C'est rassurant de voir qu'il y a des entreprises qui ont déjà engagé le mouvement et qui sont prêtes à continuer d'avancer plutôt que de reculer. C'est vrai que je travaille dans les relations internationales et c'est vrai que le RDE, quand il a été annoncé, finalisé, ça a créé quand même une assez grosse frustration et crispation des partenaires du Sud qui ont vu plein de problèmes sur le côté administratif, sur le rapportage, etc. Donc c'est un peu logique, entre guillemets, de prendre un peu le temps avant l'entrée en vigueur, mais on ne peut pas le repousser ad vitam aeternam. À un moment, il faut agir. C'est un levier d'action qui est essentiel, qui va permettre d'agir énormément pour le climat, pour la biodiversité et pour l'économie européenne à terme. Donc on peut pas reculer, en fait. Les entreprises ont déjà engagé le mouvement et c'est important de voir qu'il y en a qui continuent de se battre pour avancer le plus rapidement possible. Avant de poser la même question à Claude, moi je voudrais poser une question à Laure. Qu'est-ce qui détermine les entreprises à rentrer dans cette logique ? Alors, c'est des entreprises qui se sont engagées, ça fait plus de 10-15 ans. Parce que, en fait, quand on a créé l'association, c'était à l'époque où il y avait un grand débat, effectivement, sur la filière de l'huile de palme. Et donc aussi, c'est un autre exemple, puisqu'en fait, pour toutes ces matières premières, en fait, c'est les modes de production qui peuvent être vertueux ou moins vertueux. Et donc, à l'époque, il a fallu aussi, avec aussi les pays producteurs, éclairer, en fait, les pouvoirs politiques français sur ces filières, leur donner de l'information. Et effectivement, ça aboutit en 2015 aux déclarations d'Amsterdam. Mais en fait, le cas de l'Alliance est vraiment très intéressant parce que ça montre comment est-ce qu'on a pu co-construire des politiques, des prises de position, puisque effectivement, c'était en 2021, après le Covid, où le président Macron a parlé pour la première fois à l'UICN effectivement de filières responsables, de cacao responsable. Donc on a vraiment contribué à tout ce processus. On a démarré donc en 2012 sur la question de l'huile de palme. Mais ensuite, en 2018, on a vraiment, nous, au niveau de l'Alliance, élargi le périmètre et travaillé sur d'autres matières premières agricoles, puisqu'on a vu que ce problème ne pouvait être
traiter que de manière holistique, en engageant toutes les parties prenantes, les communautés locales. Voilà, enfin, cette transformation ne peut se faire que par une mobilisation collective. Et que les pouvoirs publics, en fait, ont besoin aussi d'avoir ce feedback, cette remontée, en fait, du terrain par l'ensemble l'ensemble des acteurs non étatiques. Merci pour cet éclairage. Claude, une réaction? Je retiens d'une part, parlant au nom des entreprises, nous nous engageons pour sauver la réglementation, c'est quand même rare, il faut le souligner, que des entreprises veuillent sauver la réglementation. Mais je suis aussi obligé de noter quelque chose en comparaison avec la Convention citoyenne pour le climat. Je crois que l'expression que tu as dite, Laure, c'est toutes les recommandations que nous avons faites ont été reprises. Je suis obligé de constater le résultat diamétralement opposé avec la Convention citoyenne sur le climat. Donc entre les deux façons de faire, il y a manifestement des leçons à tirer sur l'engagement citoyen et l'efficacité de l'engagement. Est-ce que c'est ce dont vous allez nous parler maintenant? Oui et non. Alors allons-y. Parce que je voudrais partager une analyse qui est récente dans mon cas, qui a seulement quelques mois, mais qui, je pense, vient éclairer ce que vous venez de dire, et aussi ce qui a été dit ce matin en filigrane par plusieurs intervenants. On tourne autour du pot, mais on ne l'a pas dit, ou franchement, des fois, les noms ont été annoncés, mais pas cités. Alors, je voudrais revenir sur tout simplement le fait que la COP qui s'ouvre à Belém, elle marque le retour sur le devant de la scène du Brésil, à l'avant-garde de l'enjeu climatique et environnemental. Mais ça marque surtout, c'est très symbolique, le fait que le Brésil revient de loin, parce qu'entre 2019 et 2022, sous l'administration Bolsonaro, il y a eu un démantèlement systématique des capacités d'action environnementale. Alors juste pour citer, les scientifiques ont été licenciés, les budgets ont été amputés, et il y a même eu de la rétention officielle de données. Voilà. Alors, ce qui s'est passé là au Brésil sous Bolsonaro, ce n'est pas un accident brésilien, ce n'est pas non plus une particularité. Et c'est un peu ce que je veux partager avec vous, et c'est ce que nos travaux récents mettent en évidence. C'est un processus qui est systématique, un processus d'obstruction. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Nous savons, nous avons compris, et nous l'avons publié, l'article du Monde que tu cites en fait état, que pour qu'une entité, un agent, un pays, soit efficace sur les questions environnementales, il faut passer 4 portes. Alors, il faut avoir l'information pour agir, il faut y croire, je reviens sur la confiance, il faut croire dans cette information. Il va falloir aussi en faire une priorité, ce sont les valeurs. Et il va falloir ensuite mettre en place les moyens pour agir. Information, croyance, valeurs et moyens sont les 4 portes de l'efficacité environnementale. Or, il se trouve que les régimes autocratiques de la planète mettent en place une mécanique d'obstruction systématique. Et lorsqu'on le lit de cette façon, c'est frappant à quel point c'est homogène et systématique. Je vais juste vous donner quelques exemples, mais les États-Unis, sous l'administration Trump, sont en train d'enlever les bases de données, de ne plus les rendre accessibles, et sont aussi en train d'amputer les crédits de recherche. Sur la question des croyances, semer le doute, c'est aussi précisément, encore une fois, je vais le reciter, celui qui monte à la tribune des Nations Unies pour dire que le changement climatique, c'est un hoax, c'est de l'esbrouf. Donc ça, c'est, vous voyez, les deux portes. La troisième porte, c'est celle qui consiste, on l'a recité ce matin, à opposer fin du mois et crise environnementale. C'est présenter la question environnementale comme un danger contre la souveraineté nationale. Eh bien, la Turquie, l'Inde, la Hongrie présentent tous les enjeux environnementaux sous cette lumière-là. C'est la porte des valeurs qui est attaquée. Et la dernière porte, la porte des moyens, eh bien, ma foi, la Russie a pratiquement exclu le WWF de son territoire national. La Chine a mis en régime extrêmement contrôlé la société civile. Donc les moyens d'agir collectivement ont été ôtés.
Et bien sûr, quand tout cela échoue, eh bien, il reste la violence. L'année dernière, 146 personnes, défenseurs de l'environnement, dans le monde, ont été tuées ou sont disparues. Donc voilà, je vous montre là une action extrêmement coordonnée. N'allez pas croire que j'invoque un complot. C'est beaucoup plus simple que cela, de la simple diffusion, de l'apprentissage. Et voilà, ça marche. Et donc ils se copient les uns les autres. Et ne croyez pas non plus que ce ne sont que les autocrates qui utilisent ce petit manuel de l'obstruction climatique. Parce que nous, en France, on a eu aussi quelques épisodes je vais bien sûr parler du soulèvement de la Terre, mais là, il y avait les contre-pouvoirs qui ont permis de faciliter ça. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut prendre conscience que ces processus-là sont à l'œuvre. Il faut prendre conscience que nous représentons, nous représentons justement ce que les régimes autocratiques veulent interdire. Nous portons donc les chercheurs, les journalistes, les observateurs citoyens. Nous portons la donnée, nous essayons de documenter les choses que certains gouvernements veulent occulter. Nous sommes garants justement de la légitimité de la production scientifique. Nous faisons attention à la croyance et à la vérité. Nous refusons les discours simplistes qui opposent environnement et développement, qui opposent souveraineté et résilience. Il faut être capable de le démonter et bien sûr la capacité à agir collectivement. Alors je vais finir mon intervention avec ces mots qui sont peut-être un peu forts mais qui traduisent l'urgence communiquée par ce que moi je vois sur mes données. C'est qu'il faut bien comprendre que les enjeux environnementaux et les enjeux démocratiques, c'est exactement le même combat. Tout simplement parce que le fascisme, et j'utilise le mot, ne peut pas répondre à la crise environnementale. On a une idée fausse sur l'efficacité du totalitarisme. Vous avez sans doute l'exemple de la Chine et de son grand tournant. Mais en détruisant la curiosité, l'indépendance d'esprit, l'empathie, la confiance et la solidarité, le fascisme empêche la société de répondre effectivement à l'urgence climatique. Il nous interdit d'apprendre, il nous interdit de répondre à ça. Donc c'est en fait ça le combat, et c'est là notre rôle, partager les données, les sauvegarder, challenger les discours simplistes, refuser les faux dilemmes, et se donner les moyens et s'épauler les uns les autres. Voilà, merci. Merci. Merci Claude pour cet appel, pour ce mode d'emploi, pour l'ouverture des 4 portes qui ont été mentionnées. Et merci pour ces réactions. Je vais demander à Laure et à Dorian s'ils ont des réactions par rapport à ça. Et quand eux auront pris la parole, j'aimerais bien voir une ou deux mains, peut-être plus, se lever dans la salle pour parler à nos panélistes. On a un petit peu de temps encore, on a du temps. Donc vous pouvez cette fois-ci établir un dialogue avec les panélistes. Profitez-en. Donc préparez vos questions. D'abord, Laure, Dorian vont réagir à ce que vient de nous dire Claude. Oui, alors nous, on se connaît depuis longtemps avec Claude, qui effectivement a développé des modèles très intéressants, qu'on essaye de porter justement ensemble auprès de nos décideurs. Notamment, tu as développé ce Serious Game qui s'appelle Planète C, qui justement a développé un modèle pour expérimenter et voir effectivement comment est-ce qu'on peut devenir un architecte du changement. Alors c'est vrai que ce sont des méthodes plutôt anglo-saxonnes, donc on a un peu de mal à apporter, à faire jouer. Dans les conseils d'administration des entreprises, on fait beaucoup la fresque du climat ou d'autres outils de sensibilisation. Mais ce que tu as développé est vraiment très intéressant, donc on vous invitera, je pense d'ailleurs, à y jouer. Parce que en fait on est parti du constat de se dire effectivement malgré toutes les solutions qui sont mises en place, la déforestation continue.
Et donc, et en fait, ce sont liés à des mécanismes de pensée, à des contextes géopolitiques, culturels. Il y a plein de choses qui font que, on pense, nous peut-être en tant qu'Européens, on pense avoir la solution. Et ce sont quand même des jeux que tu as expérimentés dans des pays en Afrique, au niveau des gouvernements, donc pour des situations concrètes, pour notamment débloquer des situations de conflit. Donc c'est pas juste un jeu de sensibilisation, mais c'est vraiment un outil très concret d'aide à la décision. Et donc on s'est retrouvés parce qu'on pense que ces outils-là peuvent être des game changers. Et on voudrait les porter auprès de nos décideurs, parce qu'on pense que ça pourrait être vraiment un vrai changement. Je suis tout à fait d'accord. J'ai eu la chance de participer à certains de ces jeux. Et effectivement, en quelques heures de jeu, on développe une vision beaucoup plus claire d'un certain nombre de données qui viennent d'être rappelées. Donc, l'apprentissage par le jeu est effectivement une bonne méthode. Et faire jouer un conseil d'administration ou faire jouer une collectivité territoriale est effectivement une bonne façon de les faire entrer et aller vers les différentes portes. Dorian, une réaction par rapport à tout cela? Oui, merci beaucoup. Je vais avoir deux réactions par rapport à ce que vous dites, qui est vraiment très intéressant. Le premier point sur l'enjeu d'obstruction coordonnée, c'est vrai que moi j'ai pu le voir, je travaille sur les enjeux internationaux, je suis les instances G7, G20 notamment. C'est quelque chose qui revient systématiquement. Là, les négociations du traité plastique aussi qui sont arrivées, qui sont un peu en pause en ce moment, suite à une obstruction vraiment structurelle en fait, de plusieurs acteurs qui ont des intérêts économiques, qui ont dépassé toute autre discussion, en fait, qui ont refusé d'agir sur le fond, qui faisaient de l'obstruction procédurale, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et le deuxième point, c'est vraiment sur le côté structurel et systématique que vous disiez, le lien entre crise démocratique et crise écologique. Ça fait vraiment écho à ce que essaie de faire l'Institut Open Diplomacy. Moi aussi, je fais l'instant pub rapidement. Donc déjà, à travers le programme Young Leaders pour le Y7, Y20, l'enjeu, c'est vraiment de rendre la jeunesse partie prenante en fait, des solutions. Et donc déjà il y a la candidature pour l'année prochaine, s'il y a des jeunes dans la salle ou si vous voulez faire passer le mot, la candidature pour les jeunes délégués de l'année prochaine qui est en cours jusqu'à dimanche de la semaine prochaine pour le Y7 et le Y20. Donc en fait l'idée de ce programme c'est vraiment de donner les clés d'action pour agir, et pour cela on vient de lancer un très grand rapport vendredi dernier au cours d'un colloque au Sénat sur la polycrise qui parle en fait de plusieurs crises qui s'enchevêtrent. Donc il y a une crise économique et technologique, ça a été un peu discuté ce matin aussi sur les enjeux de désinformation. Il y a une crise politique, démocratique, une crise géopolitique qui traduit une paralysie en fait, des institutions internationales et le besoin de trouver d'autres solutions, et la crise écologique, en fait, comment toutes ces crises se répondent. Et c'est vrai que quand on voit la crise géopolitique affecte particulièrement les enjeux écologiques, parce que les solutions se trouveront au niveau global principalement. Et donc quand on voit une certaine paralysie des États, une incapacité à négocier et à trouver un consensus qui est un peu la pierre angulaire de tous les travaux, il faut trouver d'autres moyens d'agir, et c'est là que les acteurs non étatiques jouent un rôle particulièrement important, de faire des coalitions. Ça a été discuté ce matin sur les coalitions de villes qui vont au COP. Il y a une coalition américaine de villes qui se rendent à la COP pour dire voilà, notre État ne veut peut-être pas agir, mais nous on est là et on continue de travailler. Et c'est vraiment important plus que jamais en fait, aujourd'hui dans le contexte géopolitique qu'on a. Donc merci pour ça. Merci Dorian. Avant de passer aux questions, je voudrais faire deux commentaires que m'inspire ce que vous venez de dire. Je voudrais surtout faire un rappel, parlant au nom de, si le président le veut bien, de l'Association française pour les Nations Unies. Je voudrais quand même rappeler que le processus de Stockholm, de Rio, a quand même été extrêmement vertueux en permettant à la société civile de participer directement aux négociations climatiques. Il faut s'en souvenir. On peut aujourd'hui considérer que ce dialogue est insuffisant, que la place de la société civile n'est pas assez importante, et pourtant
par rapport à ce qui avait été fait avant sur d'autres sujets traités par les Nations Unies. Il n'y avait pas cette participation. Il y a eu cette participation sur les droits de l'homme, bien naturellement, mais dans le domaine de la protection de l'environnement, la lutte pour le climat, contre la déforestation. Les Nations Unies ont véritablement modélisé et institutionnalisé le dialogue avec la société civile, d'où cette expression de multilatéralisme participatif que j'ai évoquée tout à l'heure. Il faut rendre hommage à ceux qui ont eu cette intuition et à un dialogue qui en réalité a très bien fonctionné. Pour rappel, il y avait à la COP 21, puisque nous sommes dans le cadre du 10e anniversaire de cet événement, il y avait plus de représentants de la société civile que de négociateurs. C'est important. Deuxième observation, par rapport à ce que nous a rappelé très justement Laure il y a un moment sur la lutte contre la déforestation. Dans cette salle que nous occupons aujourd'hui, se tient le dialogue à l'initiative du ministère de la Transition écologique, qui change de nom tous les 15 jours, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici se déroule le dialogue entre l'État et la société civile sur la lutte contre la déforestation en particulier. Il y a des grandes tables autour de laquelle la société civile vient faire son plaidoyer et dialoguer avec les autorités. Et les autorités françaises, les gouvernements français successifs, quelle que soit leur couleur, jusqu'à maintenant, ont maintenu ce dialogue. Il faut que ce dialogue continue et que, justement, on ne ferme pas cette porte dans l'avenir. Mais je voulais simplement rappeler que ce dialogue est important, il existe, il est sans doute insuffisant, mais il est porté à la fois à l'international par les Nations Unies et par les gouvernements français. Dans notre pays, nous avons la chance d'avoir un pays où on dialogue sur ce genre de sujet. Voilà, je voulais simplement faire ce rappel. Je ne sais pas si vous avez... Claude a quelque chose à dire. Je suis absolument d'accord, parce que s'il y a une leçon que je tire et du Brésil, avec Bolsonaro, puis Lula, et des États-Unis, c'est que ces instances, ces plateformes de dialogue, elles disparaissent en quelques mois, en quelques semaines parfois, mais, et c'est ce que montre Lula, elles peuvent être reconstruites à condition que la société civile n'ait pas été rendue exsangue. Donc c'est absolument précieux de préserver ces capacités de dialogue. Très bien, merci Claude. Question ou pas question? Oui, il y a une question, il y a un micro qui vient vers vous, Yotam. Voilà. Bonjour. Oui, donc je m'appelle Yotam, donc je travaille à Climate Change, donc je fais partie de l'organisation, mais je me permets quand même de poser une petite question parce que l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'avais une petite question pour Monsieur Révillon d'Apreval, notamment. Vous avez mentionné, vous êtes le premier à l'avoir mentionné, mais elle a été mentionnée un peu plus tard, la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'était quand même plus de 140 propositions pour 150 citoyens, si je ne me trompe pas, tirés au sort. Au final, c'était qu'une quarantaine de propositions qui ont été retenues et qui en plus ont été adoptées, je crois, partiellement, parce qu'elles ont été changées. On peut aussi parler de la loi du plomb, de plus d'1 million de signatures en ligne, qui a été un petit peu modifiée, mais qui est toujours en cours d'adoption et qui n'a toujours pas été abrogée. Donc vous avez parlé de données, de transparence, de communication comme réponse pour la société civile. On est sur un événement sur les 10 ans de la COP 21, et on voit bien qu'une partie de la société civile a été vraiment sensibilisée au sujet du climat. Il y a eu beaucoup de vulgarisation, beaucoup de médias alternatifs, beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment adopté dans notre vocabulaire ces enjeux-là. Le problème étant que je rejoindrai quand même les mots de M. Garcia sur le revers d'une même pièce de la démocratie et de l'écologie. Et le dialogue que vous évoquez, M. Pierre, il tend à être quand même remis quand même beaucoup en question. Donc je pense que les données et la transparence aujourd'hui, c'est plus vraiment suffisant pour renouer la confiance, surtout quand on voit le taux de participation aux élections nationales. Donc comment est-ce qu'on renoue véritablement avec une société civile qui est vraiment mise à mal? Merci. Alors, préparez les réponses. On va prendre une question encore ou deux. Ici. Alors d'abord, une question ici et ensuite au fond de la salle. Deux réactions et une question. Je pense que ça vient d'être... On vient de toucher la première remarque sur la question de la démocratie et de l'environnement. Je pense qu'une des difficultés du passage à l'acte de la société civile, de son efficacité,
c'est une forme de ghettoisation. Moi qui ai passé 30 ans de ma vie à me battre sur les sujets, les enjeux globaux, il faut bien être conscient du fait qu'on ne gagnera pas la bataille pour la préservation de l'environnement et la lutte contre le climat et la biodiversité si on ne globalise pas avec aussi les actes militants qu'on doit mener pour la défense générale des droits humains et des valeurs qui vont avec. Hein. Il ne faut pas tomber dans le piège du discours chinois, pour le résumer, sur les valeurs des démocraties, c'est les valeurs occidentales. Ipso facto, la défense de l'environnement, ça devient aussi une valeur occidentale. Il faut faire très attention à ça, il faut globaliser l'action. Et deuxièmement, et c'est important de mon expérience en Russie et en Chine, une des raisons pour lesquelles les pouvoirs dans ces pays autocratiques s'attaquent aux défenseurs de l'environnement, c'est parce qu'ils refusent que la société civile s'exprime, voire plus haut, la question des droits humains, mais aussi parce que c'est la revendication essentielle dans ces pays-là, quand elle s'exprime sur les questions d'environnement, c'est la lutte contre la corruption qui vérole, passez-moi l'expression, le fonctionnement de ces deux États. Et contre les potentats locaux, les représentants du parti dans les villages, les villes, les quartiers, en Chine, c'est très frappant. Les revendications écologiques, en réalité, sont des revendications qui portent sur les politiques d'équipement, de bétonisation de la Chine à tout va, et donc de facteurs de corruption essentiels, puisque tout le monde le sait, le BTP, c'est la première source de corruption dans les régimes qui sont corrompus. Donc je pense que sortir du ghetto est fondamental. Alors j'ai une question. J'ai affirmé avec aplomb que ce n'était pas grave si le gouvernement américain était sorti des accords de Paris sous Trump 1. Est-ce que c'est toujours vrai pour Trump 2 ? Qu'est-ce qu'on sait de la continuité de l'engagement des collectivités territoriales, des associations et des fondations aux États-Unis depuis Trump 2 ? Merci. On a une dernière question au fond de la salle et vous allez ensuite pouvoir répondre. Merci. Donc un autre éclairage, un autre angle là sur cet enjeu de ghettoisation. On a pas mal parlé depuis ce matin de narrative, de communication, d'échange. Et dans cette table ronde, on voit apparaître cette thématique-là de manière très, très, très forte, avec un risque qui, à mon sens, apparaît de se positionner vérité contre vérité face à des adversaires, entre guillemets, qui ont cette grande capacité de relativiser les éléments de vérité. Et donc, comment est-ce qu'on sort de cette logique-là où on risque, dans un entre-soi, d'alimenter le contre-discours. Voilà. Merci. Alors, on va répondre à ces trois questions. Si on a encore une minute après, on en prendra peut-être une supplémentaire. Dorian, pour commencer. Avec plaisir, merci. Pour répondre à la première question, ce que je voulais montrer comme exemple avec la Convention citoyenne, et vous l'avez bien souligné, c'est que les outils sont là, ils peuvent fonctionner s'ils sont respectés et s'ils sont légitimés. La Convention citoyenne avait fait plein de très bonnes recommandations qui ont été plus ou moins reprises. Et j'avais vu une étude justement faite par le CESE après la Convention qui montrait le niveau de satisfaction des participants à la Convention. Eux étaient très, très satisfaits de leur production, ils trouvaient que ça reflétait bien la société française, etc. Mais ils étaient très, très insatisfaits de comment ça avait été repris. Donc je pense qu'il faut se donner les moyens déjà de pérenniser ce qui marche bien, le refaire, et pas juste s'arrêter à un exemple qui a pu moins bien fonctionner pour raisons conjoncturelles ou structurelles. Et il faut aussi innover, en fait, il faut trouver d'autres canaux d'action. Je prenais l'exemple du Y7, du Y20 parce que c'en est un, ça va faire 15 ans l'année prochaine que ça existe. C'est quand même relativement récent. Les groupes d'engagement dans des forums internationaux, ça peut être créé. Il faut que ce soit soutenu par les gouvernements, mais après, ils ont quand même la capacité d'agir. Le Y7, le Y20 peut influer sur les discussions au G7, G20. Dans les instances onusiennes aussi, il y a plusieurs canaux d'action qui sont plus ou moins institutionnels, mais il y a quand même moyen de vraiment prendre la parole. Et au-delà de juste la consultation, il faudrait vraiment permettre l'action, comme vous disiez tout à l'heure. Être consulté, c'est bien. Mais c'était ce matin, c'était Florent Gagneur de la CNDP qui disait que sur tous les projets où la CNDP avait été inclus ou avait coordonné la consultation avec le public, il y avait eu en tout que 40 projets qui étaient abandonnés et aucun pour motif climatique, à part un terminal d'aéroport. C'est frappant en fait de se rendre compte que le dialogue ne mène pas forcément à une prise en compte des décisions. Donc voilà, il faut essayer de trouver une solution de ce point de vue-là.
Et je voulais juste rebondir sur un point que vous avez fait, monsieur, sur la différence entre Trump 1 et Trump 2. La grande différence, c'est que concernant la sortie de l'accord de Paris, ça avait été effectif qu'à la fin de son premier mandat. Il avait pris la décision au cours de son mandat, et donc dans les faits, dans les négociations, il n'y a pas vraiment eu d'absence américaine. Là, la grande différence, c'est la méthode, enfin l'aspect méthodique avec lequel son administration détruit tout moyen d'action. Comme vous le disiez, ils attaquent la science, les scientifiques, les institutions nationales, notamment l'institution météorologique américaine qui est complètement démantelée, l'Agence de protection de l'environnement aussi. Et le président Trump, à son arrivée, juste après son investiture, il a signé la sortie de l'accord de Paris, qui sera effectif, je crois, à la fin de l'année. Donc là, de fait, les Américains ne s'investissent plus dans les négociations, ce qui est dramatique. En fait, pour moi, Trump 1, c'était un peu l'expérimentation. Il y a eu beaucoup de contre-pouvoirs, il y a eu beaucoup de résistance en interne. Et là, en fait, ils ont eu 4 ans pour réfléchir et vraiment faire un plan d'action, comme vous disiez, c'était vraiment coordonné pour vraiment bloquer en fait, l'action sur le climat, ce qui est vraiment dramatique. Alors juste peut-être pour rebondir sur la question de l'effet Trump 2, nous le feedback qu'on a au niveau des entreprises, c'est qu'elles gardent quand même leur trajectoire, c'est-à-dire qu'elles vont faire moins de communication sur leurs engagements RSE, mais elles ont quand même pris des engagements à horizon 2030-2050. Donc elles ont fait les investissements et elles gardent la trajectoire. Merci. Avant de donner la parole à Claude, juste un point, j'ai effectivement mentionné les processus vertueux Nations Unies et nationaux, parce que je pense qu'il fallait le faire. Je les ai vécus, et je les ai vus en action, et c'est impressionnant. Ça ne veut pas dire qu'effectivement la courbe soit constante. Il y a effectivement des écueils sur le chemin. Vous avez raison de le rappeler. Et il ne faut pas faire d'angélisme, mais on a vécu des moments importants et de dialogue importants. Il faudra les retrouver. Claude. Merci. Donc, je vais retenir 2 points sur lesquels j'aimerais rajouter, sur la question de redonner la confiance et sur la question de la ghettoisation et de vérité contre vérité. Sur la notion de la question de la confiance, on en a parlé à la pause repas. Il y a quelque chose d'assez simple à faire, tout simplement. Et ça, on le sait depuis mai 68. C'est un article de Arnstein qui a été publié, très court, très joli, très simple. Je vous invite tous à le lire. Cette sociologue, elle a proposé l'échelle de participation citoyenne. Alors, il y a une dizaine ou une 8e d'échelon sur cette échelle, et ça va de la délégation de pouvoir à la consultation, à l'information, à la thérapie et à la manipulation. Et toutes ces formes de participation citoyenne, elles ont la même forme. C'est ça qui est particulier, c'est ça qui est ennuyeux. C'est que quand je vous demande votre avis, vous ne savez pas si je le fais pour vous passer de la brosse à reluire ou parce que vraiment ça m'intéresse ce que vous dites. Et bien tout simplement rendre transparent le niveau de pouvoir donné aux participants dans le processus aiderait déjà les gens à ne pas se faire des idées fausses. Je vous consulte, mais c'est moi qui décide. Et ne pas annoncer, je vous consulte et c'est moi qui vous décidez, mais en fait, les jeux sont déjà faits. Donc, rendre explicite le degré de pouvoir dans la participation rendrait déjà beaucoup plus sain le processus de dialogue. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans notre vie personnelle. L'autre élément, donc comment sortir de vérité contre vérité, attention à cette ghettoisation des idées aussi. En fait, moi, et c'est la solution que tu as, que je n'osais pas moi mettre sur le devant, mais merci de l'avoir amené. Vous avez entendu parler de jeu. En fait, peut-être s'il y a une chose qui aurait manqué à la Convention citoyenne, c'est cet outil-là. Je vous explique. La qualité de décision, les économistes le savent, quand ils parlent de rationalité bornée, repose sur 3 éléments. L'information disponible, si vous n'avez pas de la bonne information, vous ne prenez pas de bonnes décisions. Le temps nécessaire à traiter l'information, dans l'urgence, on décide mal, et le modèle mental, la cognition, les cerveaux qui se penchent et qui traitent l'information. Dans la Convention citoyenne, ça c'était essentiel. Il y avait de l'information, il y a eu le temps. Dans tous ces processus de décision participative, on peut faire en sorte de mieux traiter les informations. Surtout ne pas rentrer dans « je crois que, tu crois que ». Pour moi, c'est important, pour toi, c'est pas important. Mes valeurs, non.
nous utilisons, nous, dans nos recherches, des jeux de stratégie pensés pour apporter l'information, que les gens se les approprient, cherchent des façons de faire et remettent par eux-mêmes en cause les règles du jeu. Alors, ça paraît anecdotique. L'année dernière, avec l'Agence française de développement, nous avons fait ça avec la Colombie pour aider la Colombie à construire sa sortie des énergies fossiles. Ça vous montre un peu le niveau d'engagement. On a fait jouer 200 fonctionnaires, représentants de la société civile et entreprises, près de 50 institutions. Voilà. Et ben, on a montré que c'était faisable, on sait faire, ça fonctionne, les outils sont là. Merci, merci Claude. J'espère que ces éléments répondent aux questions qui ont été posées. Il y avait une question encore. On a 5 minutes encore pour quelques questions. Donc, une question, mademoiselle, et une autre question, Bettina. Le micro, vous l'avez. J'ai déjà le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette dernière réponse, Claude Garcia, parce que justement, ma question allait poser là-dessus. Je m'appelle Annelle Vergonjane et je suis également chercheuse en sciences politiques et spécialisée sur la participation des jeunes dans les politiques environnementales. Et donc, l'un des deux aspects que je voulais faire remonter était justement celui de l'association de ces processus participatifs à la prise de décision. Vous avez par avance répondu avec cette question de la transparence. Je vous rejoins tout à fait sur les échelles d'Einstein. L'autre dimension qui me paraissait quand même un peu très importante et qui me semble avoir été peut-être sous-discutée, c'est celle de la pluralité en fait, de cette société civile. Qui est la société civile? Que représente-t-elle? On parle très souvent donc des acteurs privés économiques, des acteurs associatifs, mais en fait, je pense que très souvent, on oublie peut-être un troisième volet qui est le volet non structuré de la société civile, celui des citoyens et citoyennes ordinaires, particulièrement les populations qu'on dit vulnérables, qui ont une représentation politique bien moindre. Donc, en l'occurrence, moi j'ai beaucoup travaillé sur les enfants, c'est également le cas des personnes en situation de précarité économique et sociale. Et donc la question que je me posais, c'est comment est-ce que ces processus participatifs, maintenant qu'ils existent, peuvent faire pour s'assurer de la pluralité, en fait, justement, de la représentation, en fait, de leur représentativité de la société civile, puisque une association va toujours être très structurée et finalement accessible à seulement un certain type de population, et donc nécessairement excluante d'un certain autre. Sans parler bien évidemment du secteur privé qui de la même façon représente un certain nombre d'intérêts, mais pas l'ensemble. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une autre question, enfin 2 autres questions. Voilà. Et ensuite, donc on en aura 3. Vous répondez et on en aura fini. Alors je vais être rapide parce que ce n'est pas une question mais une remarque qui j'espère obtiendra des réactions ou des réponses. Sur la participation citoyenne, en fait, on a 3 modèles. On a le modèle de la Convention citoyenne, qui a été un modèle intéressant, mais qui a engagé d'immenses frustrations. Et il faut quand même bien dire une chose, c'est que 150 personnes, vous avez dit, ils étaient très contents. Bah, forcément, ils avaient 300 experts pour leur expliquer tout. Donc, c'était quand même dommage qu'ils ne soient pas contents. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ils disent on va proposer des lois, mais sans aucun lien avec les parlementaires. Il y avait 2 malheureux parlementaires qui étaient là de temps en temps dans la Convention citoyenne. Et finalement, sans filtre juridique, parce que tout ne peut pas se transformer en loi. Il y a des lois, des décrets, vous savez, des trucs basiques, comme vous savez. Et donc, on ne peut pas légiférer comme ça à partir d'une convention. Ça n'a pas été dit. Donc après, ces braves citoyens, dont effectivement quelques-uns sont devenus des leaders, ont dit « Quelle horreur, nous sommes très déçus, il ne se passe rien ». Ce qui en plus est faux, parce que Climat et Résilience, la loi en France, est quand même venue de là. Et d'autre part, il s'est quand même passé quelque chose. Donc, il y a une réflexion là-dessus. C'est comme l'accord de Paris, vous savez. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est merveilleux ». Voilà, bon, d'accord. C'est un succès extraordinaire. Bon, ok. Et puis, il y a des gens qui disent « Ah, la Convention citoyenne, ça a été une révolution ». Bah non, je veux dire, ça a été une brique extrêmement passionnante sur un chemin très long. Il y a le deuxième modèle que moi j'ai appelé dans un article le chat mondial, c'est-à-dire ce que fait l'ONU, qui est d'ailleurs extraordinaire. Ça a commencé en 2015, ça a commencé en particulier avec les ODD, etc. Il y a un site ouvert
Et tout le monde de tous les pays raconte absolument ce qu'il veut. Bon. Et c'est passionnant. Alors, c'est illisible parce que le monde entier, enfin, je vous rassure, il n'y a pas 5 milliards de personnes qui participent, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et c'est passionnant parce qu'on voit l'éventail de différences extraordinaires qu'il y a avec les préoccupations selon les pays, etc. Ceci produit un rapport de l'ONU qui est passionnant, mais qui ne reflète absolument pas la réalité, parce que ça passe par le prisme onussien. J'ai commencé mon intervention ce matin en disant que je défendais l'ONU, hein, donc ce n'est pas une critique, mais ça passe par un prisme qui est un prisme forcément technocratique et qui ne rend pas compte de la richesse de la citoyenneté écologique qui, quoi qu'on pense, se développe dans le monde. Il y a le troisième sujet, il y a le troisième catégorie qui n'est pas explorée, qui commence à l'être, c'est-à-dire la participation citoyenne à échelle de vie des gens. À échelle de vie des gens, ce n'est pas 150 personnes avec 300 experts devant, et c'est malheureusement pas le monde entier qui parle, etc. C'est un modèle au niveau d'une ville, c'est pour ça que c'est très bien les conventions citoyennes urbaines, au niveau d'un département, au niveau de catégories socio-professionnelles, au niveau de catégories professionnelles, etc. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait des tâches qui s'élargissent et qui peuvent donner une citoyenneté écologique. Et moi, je crois au troisième modèle et je pense qu'il faudrait travailler sur ce troisième modèle. Merci Bettina. Donc nos panélistes vont réfléchir aux réponses. Pendant qu'on apporte le micro à Guylaine Lierceau au fond de la salle, ce sera la dernière question. Vous répondrez aux observations et remarques et aux questions qui viennent d'être posées et en même temps, vous conclurez vos remarques. Voilà, merci. Guylaine. Merci Pierre-Henri. Déjà, merci pour cette conférence. Je vais être en complément, et bien sûr, de ce que vient de dire Bettina. Je suis donc Guylaine Lierceau, je suis notamment avec l'association Le Petit Débrouillard, une association d'éducation populaire par les sciences pour les sciences, qui est sur tout le territoire et aussi au Maroc, en Belgique, enfin différents lieux, et qui vient du Canada. Tout ça pour dire que les petits débrouillards, bien sûr, sont sur l'éducation dans l'école, hors de l'école et tout, mais organisent régulièrement soit ce qu'on a appelé des COP étendus, soit des débats participatifs, effectivement, avec d'ailleurs des membres de la Convention citoyenne climat. On a fait une tournée des tiers-lieux. Et en complément de ce que vient de dire, et complètement en accord avec ce qu'a dit Bettina, c'est la poursuite, c'est-à-dire non seulement on doit faire une cartographie pour toucher, pour être partout, en ruralité, en urbanité, mais aussi tout au long, excusez-moi, je ne vais pas dire tout au long de la vie, mais si, quand même, tout au long de la vie, et c'est aussi, d'ailleurs, pour l'éducation et les jeux, on est très très présent, et c'est, comme on dit, l'éducation ne doit pas être triste, donc on y amène le jeu, hein, c'est pas nouveau, ça fait plus d'un siècle qu'on dit l'importance de cela. Mais par contre, c'est les citoyens, comme on dit, c'est apporter la connaissance, le partage de la connaissance. Et on le fait effectivement avec les jeux, avec la relation et tout. Donc sur les territoires, on continue, et c'est pour ça que ce que vient de dire Bettina est important, on continue, on est dans les tiers-lieux, il y a une association des tiers-lieux, on est dans les écoles, on est avec les collectivités, et on est au pied des immeubles. C'est l'expression « on va vers ». Et ça, c'est essentiel, parce que ça a été dit ce matin, et je crois que Jean-Maurice l'a redit, c'est bien faire lien entre toutes les questions, les approches écosystémiques et aussi, comme on dit très justement, les inégalités sociales, les inégalités écologiques, que les gens ne se sentent pas exclus. Et nous, on amène sur le terrain, je dis dans l'école, hors de l'école, au pied des immeubles, avec les jeunes et les moins jeunes, parce que les petits débrouillards, c'est pas que c'est les jeunes et les moins jeunes, les populations, et on est dans les quartiers, comme vous l'imaginez, difficiles, et c'est ce qu'on appelle la politique de la ville, qui devrait se dire de la ville et de la ruralité, du territoire. Donc on est sur le territoire. Et ça, c'est important. Et pour terminer, vraiment terminer là, c'est cette approche ici écosystémique, intégrer ces questions, et c'est comme c'est dit, c'est pas le comité 21 qui va, et même la FNU, c'est intégrer tous ces sujets, non seulement climat, biodiversité, ça a été redit, et aussi sociaux. Donc c'est socio-économique, cette approche importante, et on est tous, et si on est tous là, c'est parce qu'on y croit,
Mais effectivement, c'est arrivé, je ne vais pas dire passer le périphérique, mais c'est ça qui est l'essentiel. Merci Guylaine pour ce témoignage et pour cet engagement constant que nous connaissons bien. Dorian, qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Oui, merci beaucoup. Donc pour conclure, moi je vois un lien très clair entre toutes vos questions. C'est vraiment le niveau de l'action locale. Ce que j'essaie de dire tout à l'heure, vous l'avez souligné aussi, les clés sont là en fait pour agir. Il y a déjà plein de choses qui fonctionnent, qui sont là, qui existent. Mais ce qui manque en France, je pense, c'est l'absence d'un narratif sur la transition écologique. On a des travaux qui ont été lancés sur la planification écologique, mais qui étaient très centralisés au niveau des services du Premier ministre, qui n'ont pas eu l'opportunité, en tout cas pour l'instant, d'être territorialisés, de redescendre vers les territoires, vers les collectivités locales, vers les citoyens. Et donc, ce serait possible de créer en prenant l'existant, par exemple, revenir à la Convention citoyenne pour le climat, faire ça de façon plus locale, plus territorialisée. C'est pas question de dire, ah voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, on ne le refait pas. C'est de prendre ces exemples, de construire sur cette base-là et avancer là-dessus. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment de créer un narratif. C'était le CGEDD avec Barbara Pompili et Virginie Dumoulin qui avait fait un parangonnage de la transition écologique à travers le monde et qui prenait des exemples d'autres pays qui adoptaient une démarche de transition écologique. Prenez l'exemple de la Chine qui, par exemple, a vraiment une construction d'un narratif, voilà, avec une histoire millénaire, etc., et qui entraîne la population. Bon, c'est plus ou moins démocratique, c'est pas forcément transposable en France, mais il y a des pays qui se posent la question de vraiment créer un modèle de société, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui en France, de par l'instabilité politique, de par le manque de l'absence de fil rouge et le court-termisme. Et il faut vraiment réussir à emporter toute la société, pas juste rester technocratique, macro, et donner vraiment plus que la parole, donner les clés pour agir des collectivités, de la société civile non étatique. Merci Dorian. Claude nous a envoyé une photo de baroudeur, une réponse du terrain, donc. Si, sur la notion de pluralité, et ça va répondre encore une fois à la question de sortir du ghetto. Moi, ce qu'on a découvert dans nos travaux, c'est que il y a 4 leçons à prendre. La première leçon, quand on aborde ces questions très complexes, c'est qu'on va se faire écraser. C'est une question de survie. Quand on en reste là, on a une réponse très primaire, on se bat ou on fuit. Quand on va un peu plus loin dans la compréhension de la problématique, on se rend compte que d'autres ont le même problème que nous. Et la deuxième leçon, c'est qu'on peut construire des alliances avec ceux qui nous ressemblent. Et ça, c'est très puissant. Et ça a amené notamment à la création de coopératives sur le terrain, au Cameroun, là où on a développé. Mais c'est seulement la deuxième leçon. Il y en a une troisième. La troisième leçon, c'est qu'il est possible de construire des alliances avec ceux qui sont différents de nous. Et là, on commence à s'approcher de la question de la diversité. Et là, j'ai vu notamment des intégrations verticales dans des chaînes de valeur. Et il reste encore la quatrième, qui est la plus difficile, c'est que, en fait, et c'est seulement lorsqu'on a réussi, en gros, à passer les 3 premières étapes, qu'on va pouvoir aborder la quatrième. La quatrième, c'est prendre le système dans sa totalité, y compris les sans-voix, y compris les questions environnementales. Et qu'il est inutile de faire la leçon à quelqu'un sur la quatrième tant qu'il n'a pas résolu les questions de survie, tant qu'il n'a pas résolu les questions d'alliance, et tant qu'il n'a pas résolu les questions de collaboration. On ne peut pas sauter les étapes. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, Laure. Oui, alors moi, je suis convaincue que ça passera par la mobilisation collective et l'Alliance est partenaire de plusieurs programmes. Et notamment, j'étais ce matin avec les écomères qui remettent des trophées éco-action et j'ai pu voir effectivement la multitude des actions qui sont mises en œuvre par les métropoles, les mairies. Il y a énormément à Pantin, il y avait donc la ville à hauteur des enfants, donc où ils incluent donc les enfants dans les processus de décision. Il y a énormément de choses qui sont faites et je pense que il y a un enjeu aussi de communication, de visibiliser tout ça. On a beaucoup entendu parler de la Convention citoyenne, mais les entreprises aussi ont des programmes. On est aussi partenaire de l'initiative Marianne pour les défenseurs des droits humains et je voudrais donc saluer ici Blamassi Touré qui est avec nous. Qui est un programme qui soutient les défenseurs des droits humains et environnementaux dans les différents pays. Donc ce sont vraiment des gens qui risquent leur vie, qui agissent sur le terrain
terrain. Et voilà, il y a aussi un enjeu pour l'Alliance, notamment d'accompagner en fait tous ces programmes et toutes ces actions qui ne sont pas forcément visibles. Voilà, et je pense que c'est vraiment en alliant nos forces, tous ensemble, le citoyen, les entreprises, les États, qu'on pourra parvenir à trouver des solutions. Merci beaucoup. Défendre les défenseurs de l'environnement, c'est un message important, bien entendu. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Merci aux panélistes pour leur participation. Nous sommes à peu près dans les temps, donc Simon, nous vous rendons la salle. Merci.